Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de, je ne sais pas si ce sera gardé au montage ou pas, mais de ce buzz en Hollande, suite à une conversation privée dans le métro, qui a conduit à une loi, visiblement, pour protéger les données privées sur Internet. Vous confirmez, c'était bien ça l'histoire? Alors, je vous avoue que je vais raconter l'histoire un peu comme ça de mémoire. Vous savez, c'est comme tous les buzz. À la fin, on ne sait plus quelle est l'histoire réelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu quelque chose en Hollande qui s'est passé dans un coin de la Hollande. Et puis, ça a fait que des citoyens se sont rendus compte que les opérateurs, les fournisseurs d'accès, pouvaient faire plus ou moins tout et n'importe quoi avec ce que les citoyens faisaient sur Internet. Ils pouvaient voir où vous surfiez, ils pouvaient voir éventuellement les données que vous échangiez. Et donc ça a inquiété quelques citoyens qui se sont mobilisés, qui se sont devenus beaucoup plus nombreux. Et ça a fini effectivement, et ça c'est ça l'important de l'histoire, par donner une loi défendant la neutralité du net en Hollande. D'accord. Est-ce que vous pouvez définir la neutralité du net? Alors là, c'est toujours assez difficile à définir. L'idée, c'est que c'est le fait, si vous voulez, on rejoint souvent ça pour faire un parallèle qui marche, qui vaut ce qui vaut. On compare souvent ça au colis de la poste. Quand vous expédiez une enveloppe ou un colis par la poste n'a pas le droit d'ouvrir le colis. La neutralité du net, c'est ça. C'est la poste, elle n'a pas le droit d'ouvrir le colis, elle n'a pas le droit de décider en fonction de ce qu'il y a dans le colis, que le colis arrivera plus vite, moins vite, il arrivera ou il n'arrivera pas. Et donc sur Internet, c'est pareil. Les opérateurs n'ont pas le droit de vous empêcher d'accéder à tout service ou tout contenu, ou d'échanger tout service ou tout contenu par Internet en fonction de son origine, sa destination ou du protocole utilisé. C'est ça la neutralité du net. D'accord. Ma question c'était, qu'est-ce que ça vous inspire le fait qu'une conversation privée ou quelque chose de privé dans la vraie vie est fuité sur le web pour faire une loi contre les conversations privées qui puissent fuiter sur le En web? fait, c'est les gens qui ont eu cette conversation privée, ce sont eux qui ont commencé à se mobiliser. Donc quand vous avez une conversation privée avec quelqu'un, si derrière le but c'est de faire du bruit, la conversation elle n'a pas forcément le but de rester privée. Au contraire, elle veut faire du bruit. D'accord. C'est toujours la frontière entre le privé et le public. Alors vous parlez de données privées. Est-ce qu'on est plus protégé si on utilise l'anonymat tout le temps sur Internet ou pas? Alors, si on utilise l'anonymat tout le temps sur Internet, on est plus protégé. Sachant que ça a un certain nombre d'inconvénients. Typiquement, c'est qu'on ne peut pas retrouver facilement son historique, on est obligé de se souvenir de tous ses mots de passe, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'inconvénients à être tout le temps anonyme sur Internet. Et puis surtout, ça nécessite des outils un peu particuliers. Si vous n'utilisez pas les bons outils, vous ne serez pas vraiment anonyme sur Internet. Vincent vous a demandé tout à l'heure si vous étiez parano. Moi, je me demande tout simplement pourquoi vous utilisez Internet, du coup. J'utilise Internet parce que c'est avant tout un fabuleux outil d'échange, de partage, de création, d'imagination, pour échanger avec des gens de partout, pour garder le contact avec des anciens amis, pour échanger, pour tellement de choses qui sont bonnes. Si vous regardez tout simplement un exemple type, c'est Wikipédia. Si on n'avait pas eu Internet, on n'aurait pas Wikipédia. Et c'est aujourd'hui devenu un pool de connaissances de toute l'humanité qui est absolument merveilleux et fantastique. Mais vous C'est dites, comme toute médaille, elle a son revers. mais vous dites, voilà, vous dites, c'est pour échanger avec des amis, des connaissances qu'on aura à l'autre bout du monde. Mais si on ne peut pas partager de conversations privées, de données privées, quel est l'intérêt Alors finalement? on peut partager des conversations privées, on peut partager des informations privées. L'idée c'est qu'il faut le faire dans un contexte technique qui est assez protégé. Donc typiquement, pas échanger des infos un peu confidentielles sur Facebook. C'est pas fait pour. Le business de Facebook, c'est de vendre vos données personnelles. Mais même par mail, c'est pas possible, vous avez dit. Par mail, ça peut être possible. Si c'est vraiment confidentiel, il y a des outils comme PGP par exemple qui servent à ça. Mais si c'est pas plus confidentiel que ça, si c'est juste un secret entre amis par exemple, il y a quand même peu de chances que quelqu'un d'autre que vous ait accès à ces infos-là, tant que vous mettez typiquement un mot de passe sur votre ordinateur. Mais c'est compliqué pour les internautes lambda, pour... En fait, se protéger à un niveau qui est suffisant pour soi, ça nécessite une technicité qui est souvent accessible à soi. C'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur basique de l'Internet, on peut vous donner 2 ou 3 conseils, qui est de mettre un vrai mot de passe sur votre boîte mail, de mettre un mot de passe sur votre session Windows. Et ça vous protégera je sais pas, du fait que votre fille aille regarder vos mails. Mais ça ne nous protège pas de Google. Mais ça ne vous protège pas de Google et ça ne vous protégera pas d'un barbouze si vraiment vous avez à vous protéger de barbouze. Si vous avez à vous protéger d'un mafieux ou d'un barbouze, il faut utiliser des moyens un petit peu plus compliqués, certes. Mais voilà, il faut se hisser à ce niveau-là. J'ai une dernière question, un peu plus pour les initiés. Votre pseudo sur Twitter, c'est Vincible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, en fait, ça date d'une époque de mes débuts de l'informatique où je m'appelais l'inconnu sur des ordinateurs très très anciens, c'était fin des années 80. Et en fait, l'inconnu, le problème, c'est que c'est un mot de passe qui pue. Il faut être très clair, un mot de passe, un pseudo. Et donc, j'ai fini par chercher un second pseudo et je me suis dit, à l'époque, je lisais les BD Léonard et puis j'ai découvert Léonard de Vinci et je trouvais ça vachement bien. Et donc, je me suis appelé Vinci.
Et Vinci B, pourquoi? Parce que quand j'ai voulu me créer mon premier email, à l'époque c'était sur alterne.org, c'est un service qui date de 90, quelque chose comme ça, 92. Vinci c'était déjà pris, donc j'ai pris Vinci B parce que B comme Benjamin tout simplement. Tout simplement. Et depuis c'est resté. Merci Benjamin. Merci.